Citoyennes, citoyens, bonjour et bienvenue dans Dernière Nouvelle des Étoiles. L'accélération de l'expansion de l'univers est un des grands mystères de la cosmologie moderne. Au début du XXe siècle, en observant des galaxies lointaines, on a compris que l'univers est en expansion. Il grandit à chaque seconde dans toutes les directions. Au tournant du XXIe siècle, on s'est ensuite aperçu que cette expansion s'accélère. L'univers grandit de plus en plus vite. Ce constat a d'abord pu être fait en découvrant des chandelles standards, certaines étoiles variables ou des événements violents, les supernovas de type 1A, dont la luminosité absolue est connue. Cela permet en retour d'estimer assez précisément leur distance et de déterminer la vitesse d'expansion de l'univers. L'accélération de l'expansion de l'univers laisse aujourd'hui peu de doutes. Mais il reste la question du pourquoi. Qu'est-ce qui pousse le tissu du réel à accélérer ainsi sa croissance ? Au début du XXe siècle, Albert Einstein avait proposé une constante cosmologique, un paramètre qui contrecarrerait la gravité pour permettre un univers qu'il imaginait à l'époque statique, c'est-à-dire ni en croissance ni en contraction. Devant la preuve que l'univers est en expansion, il s'est ensuite rétracté. Mais aujourd'hui, de nombreux astrophysiciens estiment que le célèbre théoricien avait peut-être vu juste. On appelle aujourd'hui énergie noire la force qui pousse l'univers à grandir de plus en plus vite. Il existe une quantité incroyable de modèles qui tentent de préciser sa nature, mais aucun ne semble vraiment se démarquer. Ce qu'il est possible de faire, en revanche, c'est mesurer avec une précision de plus en plus grande les effets de l'énergie noire, et ainsi retracer l'histoire de l'expansion de l'univers. En utilisant des mesures de chandelles standard, il devient possible d'extraire un ratio entre pression et densité de l'énergie noire, noté W. Depuis la découverte du phénomène, des astrophysiciens tentent de calculer ce paramètre le plus précisément possible. Cela devrait permettre de donner du crédit à l'une ou à l'autre hypothèse. Si par exemple la constante cosmologique d'Albert Einstein est à la source de l'énergie noire, W devrait être égal à -1. La semaine dernière, on a vu apparaître un papier qui propose la mesure la plus précise à ce jour de W. Pour y parvenir, une collaboration internationale a observé près de 1500 supernovas de type 1A pendant 10 ans. Ils en tirent que W, le ratio reliant pression et densité de l'énergie noire, serait égal à -0,80, avec une certaine marge d'erreur. Ils estiment que le chiffre final devrait se trouver entre -0,62 et -0,92, ce qui peut nous amener près de la constante cosmologique, à W égale -1, mais pas tout à fait au bon chiffre. Ce résultat pourrait indiquer que l'énergie noire est plus complexe que précédemment estimé. Elle pourrait notamment être dynamique et ainsi varier avec le temps, ce qui ouvre la porte à tout un champ de théories qui sont elles-mêmes nombreuses. Bref, l'énergie noire reste loin d'être un problème résolu. Les mesures de supernovas de type 1A devront de toute manière être combinées à d'autres méthodes de caractérisation de l'énergie noire, pour pouvoir peut-être un jour déboucher sur un modèle de la cosmologie qui s'accorde à toutes les mesures connues. C'est une tâche énorme qui devrait garder les astrophysiciens occupés pendant encore bien des décennies, ou même des siècles. La question de l'accélération de l'expansion de l'univers s'est ouverte il y a un quart de siècle seulement, et elle n'est probablement pas prête de se refermer. Pour patienter, on peut prendre des nouvelles de l'industrie spatiale pour voir quelles fusées permettront peut-être un jour de lancer des instruments qui feront avancer la cosmologie. Au cours des presque 7 ans d'existence de cette chaîne, on a découvert bien des moyens de propulsion originaux. Celui qui nous vient aujourd'hui du Royaume-Uni ne coupe pas à la règle. Ce que vous avez sous les yeux est un moteur fusée autophage, c'est-à-dire qu'il se mange lui-même. Si vous prenez le temps de bien regarder ce qu'il se passe, vous pouvez voir que le dispositif perd doucement de la longueur. Les fusées autophages sont un moyen ingénieux de réduire la masse morte des lanceurs. Un étage de fusée peut être réduit, en simplifiant un peu, à 2 éléments majeurs, les moteurs et les réservoirs. Les réservoirs ont des parois qui pèsent lourd et qui ne contribuent pas à l'effort de propulsion. Ils sont cependant nécessaires pour assurer l'intégrité structurelle de la fusée. Mais dans certains cas, il semble qu'on puisse peut-être s'en passer.
Des ingénieurs de l'université de Glasgow ont ainsi conçu un moteur où le carburant fait office de structure porteuse. Il n'y a pas de paroi de réservoir. Le bloc blanc que vous voyez sur ces images est le bloc de carburant. Cela permet d'économiser de la masse morte et donc de gagner en efficacité. La fusée mange son carburant au fur et à mesure que le moteur est mis à feu. Et c'est pourquoi elle perd en taille. Le concept de fusée autophage n'est pas neuf, mais on peut voir ici une de ses rares mises en application. Il y a bien sûr du travail à effectuer pour transformer cet essai en véritable fusée orbitale. Mais la piste pourrait continuer à être explorée pour peut-être un jour donner des lancements particulièrement impressionnants. Côté lancement impressionnant, on attend bien évidemment le Starship le mois prochain. La semaine dernière, Elon Musk a donné une conférence qui nous donne quelques indices sur l'avancement du programme. On y a notamment appris la cause de la perte du Starship lors de l'essai de novembre. Le Starship a explosé suite à l'évacuation volontaire d'Ergol. Celle-ci avait été décidée pour simuler la présence d'une charge utile. Le Starship avait trop d'oxygène à bord par rapport à ce qu'il aurait eu s'il avait dû pousser quelques dizaines de tonnes supplémentaires. Le comble, c'est que si SpaceX n'avait pas effectué cette manœuvre, le vaisseau serait probablement allé en orbite. SpaceX se montre ainsi assez confiant pour son prochain essai, qui devrait avoir lieu dans les semaines qui viennent. Le dirigeant de l'entreprise a par ailleurs estimé que l'architecture devrait grandir. Le stack Super Heavy plus Starship pourrait ainsi atteindre les 150 mètres de haut. L'entreprise pourrait ainsi continuer son développement jusqu'à atteindre une capacité de 200 tonnes en orbite basse avec réutilisation complète. Cela étendrait les possibilités de l'architecture autour de la Terre, sur la Lune et sur Mars. Bien entendu, il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs, et déjà commencer par réussir le prochain vol de test. SpaceX a également signalé sa volonté de réaliser jusqu'à 150 décollages cette année, ce qui est cohérent avec la cadence actuelle. Cela passera par une qualification des boosters de Falcon 9 pour atteindre jusqu'à 40 réutilisations, avec l'ambition de pouvoir les faire revoler en moins de 24 heures. Cela paraît un peu fou, mais pour le moment le record est à 3 jours entre 2 vols d'un même premier étage. On n'est donc pas si loin. Starlink progresse également à toute vitesse avec le déploiement de nouveaux terminaux utilisateurs, la généralisation des communications par laser et la hausse des débits. Bref, SpaceX fait feu de tout bois et ne semble avoir aucun frein dans leur ambition. On verra d'ici quelques années où ça nous mène. Le Starship doit notamment permettre de déposer d'ici quelques années des humains sur la Lune, mais comme on l'a vu la semaine dernière avec Peregrine, le voyage lunaire est loin d'être une banalité. Le premier atterrisseur du programme CLPS a connu un début de mission mouvementé. Juste après son décollage, il semble que le mauvais fonctionnement d'une vanne ait entraîné une surpression dans un réservoir, qui a mené à son éclatement. Peregrine a perdu trop de carburant pour tenter un alunissage. Sa mission est donc compromise. Astrobotic a cependant toujours le contrôle du vaisseau et cherche comment en tirer quelque chose malgré cet imprévu. Quelques instruments ont pu être mis en route, mais ils ne peuvent pas vraiment faire de mesures intéressantes loin de la Lune. Astrobotic doit aussi s'assurer que son vaisseau ne constitue pas un risque en orbite terrestre ou dans l'espace cislunaire. Il semble ainsi préférable de le détruire tant que l'entreprise en a encore le contrôle. La NASA a ainsi recommandé de le faire brûler dans l'atmosphère terrestre, ce qu'Astrobotic a accepté. La fin de la mission devrait avoir lieu le 18 janvier, quand Peregrine sera revenu au niveau de la Terre. L'atterrisseur pourra utiliser ses moteurs pour se précipiter dans l'atmosphère terrestre et ainsi boucler la première mission du programme CLPS. C'est un début difficile, mais pas vraiment surprenant, quand on se rappelle que c'est le secteur privé qui est à la manœuvre. On risque de voir d'autres échecs avant que suffisamment d'expérience soit engrangée pour garantir des atterrisseurs fiables. Du côté de Mars également, on vient d'apprendre un nouveau délai, cette fois-ci en provenance de la JAXA, l'agence spatiale japonaise. Sa mission, MMX, une des plus ambitieuses à ce jour, ne décollera pas cet été. Elle a été repoussée à 2026. La faute revient principalement au lanceur H3, qui connaît du retard après un échec lors de son premier tir. Il doit reprendre les vols cette année, avec un nouvel essai dans quelques semaines. Son calendrier de lancement est extrêmement chargé, et la JAXA n'est pas mécontente de se donner 2 ans de plus pour préparer MMX. Cette mission va tenter de ramener des échantillons depuis une des 2 petites lunes de Mars. La France va contribuer à la mission via un instrument et un petit rover développé avec le DLR qui prend le nom d'IDEFIX.
Il se posera sur Phobos pour réaliser quelques mesures. On aura ainsi droit à un épisode d'Astérix et les Martiens dans quelques années. MMX devrait démarrer un grand effort de retour d'échantillons martiens qui se poursuivra à la surface de la planète rouge avec des missions chinoises et occidentales. Une belle étape dans l'histoire de l'exploration spatiale qu'on verra probablement d'ici 10 ans. Sur ces mots, on boucle l'épisode de la semaine. L'émission continue en live ce jeudi à partir de 10h avec Maxime. Ça se passera sur l'onglet en direct de la chaîne. N'hésitez pas à partager vos questions dans les commentaires, on y répondra dans l'espace commentaires qui sortira le dimanche 28 janvier. Vous pouvez trouver nos sources et nos réseaux sociaux dans la description. Nous, on se revoit dans 2 jours pour un nouveau dossier de l'espace, et d'ici là, citoyennes, citoyens, portez-vous bien.